À la fin des années 1950, le Congo français est pris dans le souffle irréversible de la décolonisation. En 1958, le territoire devient une république autonome au sein de la communauté française. À sa tête, l'abbé Fulbert Yulu, figure charismatique, anticoloniale de façade mais soutenue dans le fond par la France. Mais très vite, les espoirs s'effritent. Madame, Monsieur, bienvenue dans les corridors d'Afrique, attachez vos ceintures car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau corridor pour vous raconter l'histoire d'un homme, oublié des manuels scolaires, mais qui demeure une figure centrale dans l'histoire du Congo. Cet homme, il ne s'agit pas de l'abbé Fulbert Yulu, premier président de la République du Congo, mais cet homme n'est nul autre qu'Alphonse Massamba Deba, deuxième président de la République du Congo. L'histoire africaine ne manque pas de dirigeants visionnaires, mais beaucoup ont été effacés non parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont dérangé. Alphonse Massamba Deba naît le 11 février 1921 à Nkolo, dans le district de Boko. Il naît dans un monde dominé, hiérarchisé, colonial, là où l'avenir des Africains semble déjà écrit. Très tôt, il comprend une chose, l'éducation sera sa porte de sortie. Il devient donc instituteur, puis inspecteur de l'enseignement. Un homme de rigueur, de méthode et de savoir. Le territoire du futur Congo, Brazzaville, fait partie de l'Afrique équatoriale française. L'administration coloniale française a laissé des institutions publiques limitées, une économie orientée vers l'exportation des matières premières et des élites politiques encore peu nombreuses. La langue, l'éducation et les cadres administratifs majeurs restèrent fortement marqués par la France. C'est dans ce contexte que, le 15 août 1960, que le jeune État, la République du Congo, accède officiellement à son indépendance. Le 28 juillet 1959, l'Assemblée nationale a ratifié les accords passés avec la République française par lesquels nous avons accédé cette nuit même à l'indépendance. Cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement. Nous sommes ici tous associés en cette ère historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste, et ce 15 août 1960 doit être consacré à la joie. Mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. L'indépendance est acquise en 1960 dans un climat d'affrontement entre mouvements politiques à base ethnique. L'abbé Fulbert Yulu devient le premier président de la République du Congo, souvent appelé le Congo-Brazzaville. Le célèbre ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, André Malraux, représente la France à cette cérémonie. Mais cette indépendance est très fragile, car elle est encadrée et surveillée de près par l'ancienne métropole qui partira sans jamais quitter sa colonie. À la tête du jeune État congolais, un homme, l'abbé Fulbert Yulu, premier président du Congo indépendant, un prêtre devenu chef d'État. Mais très vite, le rêve d'indépendance se transforme en désillusion. Un président en soutane, un prêtre qui gouverne, mais qui vit dans un luxe scandaleux, dont les privilèges assez particuliers lui permettent de posséder 4 femmes officielles connues de tous les Congolais. La force du caïman, dit-on, est dans sa queue et non dans sa gueule. Traduction, la force politique est dans le soutien du peuple, de ceux qui sont derrière et non seulement de ceux qui sont en avant. Même muselé, il faut se méfier de la queue. Président Fulbert Yulu. Très vite, le peuple ne supporte plus un pouvoir devenu de plus en plus autoritaire. Les syndicats se lèvent. L'armée observe. Août 1963, 3 jours, 3 dates, un basculement historique panthéonisé par la rue. Le 13 août, les syndicats appellent à une grève générale contre le parti unique.
La rue répond massivement. Brazzaville se paralyse. Le 14 août, les manifestations prennent une ampleur nationale. Des affrontements éclatent. L'armée hésite encore. Le 15 août, le jour même de l'anniversaire de l'indépendance, Fulbert Yulu est lâché. Il est arrêté puis renversé. Le peuple congolais vient de renverser un régime par la rue. Un fait rarissime en Afrique post-coloniale. Ce sont les Trois Glorieuses, autrement dit la chute de Fulbert Yulu. Madame, Monsieur, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela prouve combien vous appréciez ce que nous faisons. Pour nous soutenir, rien de plus gratuit que de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de liker, de partager cette vidéo et d'en regarder une autre après celle-ci. Sans plus tarder, on continue. Dans le vide laissé par le président Fulbert Yulu, un homme s'avance, Alphonse Massamba Deba, premier président civil du Congo indépendant. Son ambition est claire, rompre avec la dépendance, bâtir un État souverain, juste et africain. Massamba Deba choisit le socialisme, pas par mode, mais par conviction. Pour lui, l'État doit protéger, éduquer, produire par lui-même pour mieux redistribuer. Il veut d'un Congo qui pense par lui-même. Massamba Deba instaure le mouvement national de la révolution, le MNR, comme parti unique. Il veut transformer le pays par l'industrialisation, la modernisation de l'État et la promotion de l'identité africaine. Il noue des alliances avec Cuba et la Chine pour renforcer l'armée et former des milices populaires. Des écoles sont ouvertes, des cadres sont formés, le savoir devient une priorité nationale. La promotion de l'authenticité africaine, marquée par l'interdiction des prénoms européens dans certains contextes. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde. Content de la forme de mon nez qui doit humer tout le vent du monde. Satisfait de la forme de mes jambes, prêtes à parcourir toutes les étapes du monde. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. Je suis quand même content de porter le monde, content de mes bras courts, de mes bras longs, de l'épaisseur de mes lèvres. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Le blanc est une couleur de circonstance. Le noir, la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis l'aube des temps. Ce poème à la gloire de la race noire et ses ballets traditionnels de l'autre Congo, c'est-à-dire celui de Brazzaville, figurent à toutes les représentations culturelles qui sont données sur le territoire de l'ancienne colonie française. Depuis la Révolution, c'est-à-dire depuis les 3 jours d'août 1963, qu'on appelle ici les Trois Glorieuses, et qui virent le renversement de l'abbé Fulbert Yulu, le Congo-Brazzaville cherche sa voie. Le camp militaire porte toujours le nom de celui contre lequel fut dirigée la révolte. Le nouveau régime s'affirme socialiste. Il est un des premiers en Afrique à avoir reconnu la Chine de Pékin, dont il reçoit une aide financière et dont l'influence est réelle. Il est également un de ceux qui manifestent une réserve marquée à l'égard des États-Unis du fait de sa politique envers le Congo d'en face. Il conserve des rapports étroits avec la France, dont l'influence demeure prépondérante. 15 mois après la Révolution, le Congo cherche son deuxième souffle et croit l'avoir trouvé en confiant à la jeunesse le soin de défendre et de faire progresser le régime socialiste. Cette jeunesse, dotée de pouvoirs effectifs de police, a pris son rôle très au sérieux, un peu trop même. Elle fouille les voitures, contrôle les allées et venues, surveille les actes des Africains et des non-Africains, établit des rapports sur les fonctionnaires et surveille même son responsable suprême, M. Ombessa, ministre de la Jeunesse et des Sports. Je suis responsable des jeunes, mais les jeunes me surveillent. Ils ne veulent pas que lorsqu'ils ont placé confiance en moi, qu'un jour je puisse les trahir. Et tous les jours, je suis surveillé.
C'est, si vous voulez, une espèce de jalousie de garder ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais ça n'est pas un esprit de suspicion automatiquement. C'est simplement qu'ils ne voudraient pas que ceux en qui ils ont placé confiance puissent les trahir. Mais en tout cas, s'ils les trahissent, sur ce point-là, ils sont sans pardon, ils les élimineraient. Enfin, les écarteraient simplement. Le Congo-Brazzaville se débat au milieu de difficultés économiques considérables. Il n'a pas la richesse de son grand voisin et homonyme, et ses habitants ont un revenu moyen de l'ordre de 8000 anciens francs par an. Partant de cette constatation, son président de la République, M. Massamba Deba, il s'agirait absolument de savoir si ce peuple français serait absolument d'accord ou aurait des oreilles tout à fait grandement ouvertes devant tous ceux qui viendraient leur chanter la théorie d'un capitalisme vraiment enchanteur, etc. Je crois que le peuple français ne serait pas prêt à l'accepter. Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Alors justement, à ce propos, j'ai fait remarquer au président Massamba Deba que la plupart des Européens d'ici craignaient l'influence de la Chine et l'impact d'une propagande habile sur une population non préparée politiquement. Là, évidemment, ça sent toujours le paternalisme que l'Afrique veut à peu près repousser dans ces périodes. Parce que l'Afrique se sent absolument suffisamment mûre pour savoir prendre ce qui lui convient et laisser ce qui ne lui convient pas. Mais dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Le Congo-Brazzaville va-t-il attraper la colique? C'est la question que tout le monde se pose ici. La valorisation des langues locales, l'organisation des événements culturels, en l'occurrence les premiers Jeux africains à Brazzaville en 1965, renforçant ainsi le rayonnement continental du pays. Représentant 9 disciplines sportives, a été très remarqué par son traditionnel coup de chapeau. Je déclare l'ouverture des premiers Jeux africains à Brazzaville. Le soleil n'a brillé ni au sens propre ni au sens figuré sur les premiers ébats des sportifs de Madagascar. Double défaite pour les footballeurs qui ont affronté l'équipe nationale du Congo-Léopoldville et celle de la Côte d'Ivoire. Défaite aussi pour l'équipe de volley-ball qui, battue par la RAU, devait s'incliner également devant le Cameroun. Ce deuxième match, très disputé, permit au moins de sauver l'honneur. Heureusement, l'équipe féminine malgache de basketball allait compenser ses déceptions par une double victoire contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la qualifiant pour la demi-finale. Le match Madagascar-Sénégal, particulièrement mouvementé, se terminait sur un score serré de 28-25. Quatre coureurs malgaches ont participé à l'épreuve cycliste de 156 km qui a valu une médaille de bronze à Radzafinarive, classement individuel, tandis que Madagascar obtenait la première place au classement par équipe. En saut à la perche, enfin, l'athlète malgache Adan devait se classer pour la finale, pendant que Ravelu Manansu se qualifiait aux 100 mètres plats en terminant second en 10 secondes 6 dixièmes. Les succès malgaches dans les sports individuels compensent ainsi les échecs subis dans les sports d'équipe.
Les derniers jours des Jeux africains de Brazzaville n'ont pas été plus favorables que les premiers aux délégués malgaches. Les quelques victoires remportées n'ont pas pu effacer l'amertume des nombreuses défaites et nos sélectionnés qui ont lutté farouchement ont dû céder devant des adversaires plus mûrs et plus expérimentés. Tous les espoirs étaient permis avec le sprinter Ravelu Manansou qui n'a pu que sauver l'honneur en remportant la médaille de bronze des 100 et 200 mètres derrière Gaoussou Koné en grande forme. Brazzaville a été un véritable calvaire pour nos athlètes qui n'ont pas l'expérience des compétitions internationales. Aux 3000 steeples, Andrian Satouv n'arrivait qu'en 5e position en 1 minute 40 secondes 6 dixièmes. Tout voudrait franchissait en hauteur 1,95 m, ce qui le classait 7e. En judo, Ramarukut remportait une médaille de bronze en catégorie léger. Mais les défaites les plus lourdes apparaissent dans les sports d'équipe. En football, l'équipe nationale a enregistré défaite sur défaite. Après avoir perdu devant l'Algérie par 1-0, incontestablement le plus beau match des Jeux, elle devait s'incliner devant le Togo et l'Ouganda. 19 buts encaissés contre aucun de marqués en 5 matchs. Même sort pour l'équipe masculine de basketball. Très rapide, très rusée même, nos basketteurs n'ont pas pu avoir raison de leurs adversaires, dont la taille minimum était de 1,89 m. Les handballeurs en meilleure position, puisque 4e au classement général, ont été surtout victimes de la malchance. Battant le Dahomey par le score de 24-11, ils ont perdu d'un seul point devant la Côte d'Ivoire et par 13-10 devant la Tunisie. Notre dernier espoir fut placé dans notre équipe féminine. Après avoir vaincu la Côte d'Ivoire et la République Centrafrique, nos basketteuses ont dû s'incliner devant le Sénégal, qu'elles avaient battu en série. Cette lutte acharnée leur a coûté une médaille d'argent, mais elles n'ont pas démérité pour autant et méritent toutes nos félicitations pour leur courage sportif et leur combativité. Elles ont été de vraies sportives, également de vraies femmes, et comme telles n'ont pu résister à la tentation des magasins et des marchés. Une visite dans les quartiers commerçants leur fut nécessaire pour les remettre de leurs émotions. Il lance des entreprises publiques, encourage la transformation locale, tente de bâtir une économie nationale, ce qui pousse au lancement de textileries à Brazzaville, notamment à Kinshasa et à Pointe-Noire, et des unités agro-industrielles pour la transformation du manioc, du cacao et du café. Une cimenterie voit le jour à l'OTT et le chantier naval de Yoro. Il tentera aussi de nationaliser certaines sociétés coloniales. Après sa chute, beaucoup d'usines tombent en faillite ou sont privatisées dans les années 1970 et 1980, faute de gestion durable. Mais le pouvoir isole et le système se durcit. Avec le parti unique, la répression et la méfiance envers l'armée s'amplifient. Massamba Deba gouverne, mais il gouverne seul. Massamba Deba tente d'organiser des milices populaires et de placer l'armée sous contrôle politique. Il reçoit un appui militaire cubain pour former ces milices. Mais ces réformes provoquent la méfiance d'une partie de l'armée, des officiers nationalistes, des éléments issus des parachutistes et de l'appareil d'État. Des tensions croissantes entre la direction civique parlementaire du MNR et des factions militaires marquent la période. En juin-juillet 1966, une tentative de coup d'État et des mutineries montrent l'instabilité latente. Massamba Deba surmonte alors la crise en concédant certaines demandes, mais la relation entre pouvoir civil et les forces armées reste fragile. Sa volonté de contrôler l'armée, de créer des milices populaires et de recadrer les officiers provoque des oppositions dans les rangs militaires. L'arrestation et la mise à l'écart des officiers influents
notamment Marien Ngouabi, à un moment, alimente rancœur et conspiration. La mise en place d'un parti unique et les purges provoquent des résistances parmi les cadres du MNR et dans les élites régionales. Malgré quelques projets d'industrialisation, le pays reste vulnérable, avec des ressources limitées, la dépendance à l'aide extérieure. Les difficultés économiques fragilisent la légitimité du pouvoir. En juillet 1968, la situation dégénère. La confrontation entre partisans civils et éléments militaires, des dissolutions et arrestations radicalisent l'opposition. Le 4 septembre 1968, une fois la tension maximale atteinte, Marien Ngouabi et des officiers renversent Massamba Deba. Celui-ci est contraint à la démission et remplacé par un nouveau conseil. Puis Ngouabi deviendra président en 1969. Ceux qu'il a formés se retournent contre lui. Jean Massamba Deba, dans cette période, ce jour-là où votre père est dans la tumulte, où il est en train d'être renversé, comment ça se passe à la maison? Comment réagit-il? Pour la petite anecdote, vous savez, en 68, pendant qu'il est en pleine adversité, au palais, je me rappelle, il était en train encore de conseiller le capitaine Raoul, qui était après devenu général, qui était premier ministre à ce moment-là. Il était encore en train de lui parler des dossiers qui étaient sensibles et que ces dossiers-là, il fallait pas qu'on perde le bénéfice de leurs effets. Il était vraiment très préoccupé par ça. Il lui donnait tous les conseils possibles, comment il fallait manager ces dossiers pour qu'ils restent en faveur du pays. Et ce donc à quoi, maman, plus à ce moment-là, on ne savait même pas qu'est-ce qu'on allait devenir, où c'est qu'on allait partir. Eh bien, maman avait rappelé à mon père, mais il lui avait dit, mais Alphonse, tout ça, tu as passé 5 ans à faire tout cela, à conseiller, à te donner à fond la caisse pour ce pays, ben voilà comment tu es récompensé. Maintenant, il faudrait que tu penses un peu à nous, qu'est-ce qu'on va devenir, où c'est qu'on va, voilà ce qu'il faut faire. Vendredi 3 août 1968. Massamba Deba décide de se retirer dans son village de Boko. Le dimanche matin, le capitaine Marien Ngouabi, qui vient d'être nommé chef de l'armée, va adresser un message à la radio en ces termes. L'armée populaire nationale invite avec insistance, dans l'intérêt de la nation, le président Massamba Deba à reprendre son courage et à rejoindre ses collaborateurs. L'armée populaire nationale est garante de sa sécurité comme elle l'est de tous les citoyens. Fin de citation. Dans la première partie de ce message, le capitaine Marien Ngouabi assure que l'armée n'est pas assoiffée de pouvoir comme certains l'assurent avec fourberie. Le message se termine par la devise du parti. Un seul peuple, un seul idéal, un seul combat. Peu avant midi, un flash d'information annonce que le président Alphonse Massamba Deba a regagné le palais présidentiel. En réalité, le capitaine Marien Ngouabi a dépêché des militaires à Boko pour le chercher. Une nouvelle va préciser qu'il a présidé le même jour un conseil des ministres et que l'ensemble du gouvernement lui a collectivement offert sa démission, qu'il a bien sûr accepté. Monsieur Ernest Claudendala, vous qui étiez un des membres influents du parti, pourquoi Marien Ngouabi a-t-il demandé au président Massamba Deba de revenir au pouvoir à ce moment-là, alors qu'il détenait déjà l'entièreté du pouvoir, que le coup d'État était déjà consommé? Quand il lui demande de reprendre sa place, c'est parce que, entre-temps, le président se retire et le secrétaire d'État à la Défense, Augustin Poignet, assure la présidence de la République. Et donc, quand Marien Ngouabi demande à Massamba Deba de revenir prendre sa place, c'est pour justement ne pas avoir cet intermède d'Augustin Poignet. Et il le considère dans un premier temps parce que justement, du point de vue des réalisations économiques, le président Massamba Deba avait fait du Congo-Brazzaville un pays à revenu intermédiaire. Donc pour Marien Ngouabi, il est quand même conscient que c'est un bon gestionnaire, que c'est un président qui est visionnaire. Bien sûr, il en est conscient. Mais alors s'il en est conscient, pourquoi il le renverse? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le remplacer s'il gère bien? Mais il y a la soif du pouvoir. Donc vous ne pouvez pas renverser quelqu'un si vous n'avez pas soif du pouvoir, mais tout en ayant soif du pouvoir, il y a des contacts, il y a le contexte. Parce que si vous reconnaissez que c'est un bon gestionnaire, donc il faut essayer de trouver un modus vivendi avec lui. Donc le modus vivendi, c'est je prends le pouvoir, mais en même temps c'est vous qui continuez de gérer avec l'orthodoxie qui est la vôtre. Et ça peut être ça, oui. Le 5 août 1968,
Alphonse Massamba Deba forme un nouveau gouvernement et un nouveau Conseil national de la Révolution, le CNR, composé de 40 membres et avec des pouvoirs étendus. Celui-ci est présidé par Marian Ngouabi. Et Massamba Deba y est un simple membre. En plus de Marian Ngouabi, plusieurs officiers font partie de ce gouvernement. Norbert Tsika, Alfred Raoul, Joseph Ngabala, Denis Sassou Nguesso, Luc Kimwala Kaya et même le chef de la défense civile, Ange Diawara. Quelques jours après la création de ce CNR, le comité présidé par le capitaine Marian Ngouabi, qui n'est pourtant pas encore le chef de l'État, abroge la Constitution du 8 décembre 1963 et la remplace par un acte fondamental. Le 3 septembre 1968, Massamba Deba, dont les prérogatives ont été rognées par le Conseil national de la Révolution, se voit dans l'obligation de démissionner. Au Congo-Brazzaville, après les incidents qui ont opposé des rebelles aux troupes nationales, le président Massamba Deba a démissionné, ou plutôt on l'a forcé à démissionner. D'ailleurs, voici comment la population a appris par Radio Congo-Brazzaville et par la voix du capitaine Ngouabi, président du Conseil national de la Révolution, la démission du président. Le Conseil national de la Révolution a estimé que le président de la République a failli dans sa mission essentielle, celle d'assurer le respect des institutions, l'unité nationale et la paix. À ce titre, le Conseil national de la Révolution a pris acte de la démission du président de la République, Alphonse Massamba Deba, et a décidé en conséquence la constitution d'un gouvernement provisoire dirigé par le Premier ministre jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. Ce gouvernement provisoire a déjà pris plusieurs décisions. En effet, au terme d'une ordonnance-loi publiée ce matin, toutes les personnes condamnées par contumace pour délits politiques sont amnistiées. Cette amnistie touche notamment donc l'abbé Fulbert Liu, condamné à mort en 1964 et qui vit en exil à Madrid. Désormais, l'homme fort de Brazzaville est le capitaine Marian Ngouabi. Il est nommé commandant en chef de l'armée populaire nationale et président du directoire CNR, le Comité national révolutionnaire, l'organe suprême du parti dont il incarne l'aile militante. Mais c'est le capitaine Alfred Raoul qui assume la fonction du chef de l'État sur le moment, Marian Ngouabi ayant écarté toute sollicitation à cet instant. Il faut attendre le 31 décembre 1968 lorsque l'acte fondamental est modifié pour qu'il devienne le chef de l'État. À la Révolution et au Parti congolais du travail, je m'engage en me guidant les principes maximaux à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces aux des idéaux prolétariens du peuple congolais, dans le travail, la démocratie et la paix. Tout, rien que. Plus tard, il sera arrêté, jugé et accusé de complot, pour être exécuté 3 jours après l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, c'est-à-dire le 25 mars 1977. Sans véritable procès, sans réhabilitation immédiate, Massamba Deba laisse un héritage incomplet, une vision interrompue. Son histoire pose une question essentielle. Que fait-on en Afrique de ceux qui pensent trop tôt? Les Trois Glorieuses ont prouvé une chose, le peuple congolais sait se lever, mais il reste à transformer la révolte en institution durable. Les événements de 1963 restent une exception historique en Afrique. Un régime renversé par la rue avant d'être confisqué par les armes. L'héritage de Massamba Deba est sans doute une tentative sincère, un projet inachevé, une leçon politique encore actuelle. Après sa chute, le Congo-Brazzaville bascule dans le régime de Ngouabi, plus radicalement marxiste. Beaucoup d'usines industrielles inaugurées par Massamba Deba ferment ou sont nationalisées sous d'autres formes. Les écoles et dispensaires continuent de fonctionner, mais de manière inégale, faute de ressources. Son projet de socialisme africain reste sans doute un exemple de modernisation ambitieuse, mais inachevée. Massamba Deba n'a pas seulement été un président, il a été le symbole d'une Afrique qui tente de se réinventer. Ces réalisations ont parfois survécu, parfois disparu,
mais elle rappelle la force et les limites de la transformation sociale dans un contexte post-colonial. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de nous dire dans les commentaires ce que vous savez, sinon de ce que vous pensez de l'histoire d'Alphonse Massamba Deba, deuxième président de la République du Congo.